Donc aujourd'hui, on a la chance d'entendre Stéphanie Dano, qui est infirmière doctorante PhD et professeure adjointe au département des sciences infirmières de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est effectivement au Canada. Elle est membre régulière du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie et ses travaux portent sur l'accessibilité et la qualité des soins palliatifs et de fin de vie, notamment en contexte de sclérose latérale amyotrophique, communément appelée SLA. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci beaucoup, François. D'abord, merci de me recevoir. J'apprécie beaucoup, puis ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. J'allais dire ce matin, mais aujourd'hui, pour nos collègues internationaux. Je voulais me présenter, mais c'est déjà fait, donc je ne le ferai pas. Mais ce que je vais faire d'emblée, c'est de présenter notre équipe de recherche, dans le fond, qui ont travaillé sur le projet qui va faire l'objet de la présentation aujourd'hui. Donc, il y avait Anne Bourbonnais, puis Émilie Alors, pardon, toutes deux professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Myriam Asri, qui est professeure également au département des sciences infirmières de l'UQTR. Déborah Hummel en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Puis on termine avec Eliott Bolduc, qui a agi en tant qu'auxiliaire de recherche dans le cadre du projet. Avant de parler de la problématique un peu plus empirique, si on veut, le projet, ça faisait longtemps qu'il me trottait en tête. Dans le cadre de mon travail comme infirmière dans une maison de soins palliatifs, j'avais vécu beaucoup d'impuissance quand j'avais en fait eu sous mes soins mon premier patient qui vivait avec la SLA. L'expertise que j'avais développée avec les personnes en fin de vie, par exemple d'un cancer ou d'une insuffisance cardiaque, ça ne s'appliquait pas vraiment à ce patient-là, en tout cas pas en totalité. Et c'est un patient qui était totalement immobile, sauf pour un doigt qui pouvait bouger un petit peu, qui pouvait pas parler, il pouvait pas parler du tout, puis il vivait des douleurs vraiment importantes. Quand on l'installait, des fois, ça prenait vraiment plusieurs minutes. Puis quand on terminait, puis on regardait son non-verbal, c'était clair que ce patient-là n'était pas confortable. En plus que le temps que ça avait pris, ça avait été difficile pour la douleur. On se sentait, comme je disais, très, très impuissant. On finissait toujours par, je vous rassure, on finissait toujours par trouver ce qui clochait. Par contre, vraiment, je voulais améliorer les connaissances à cet égard-là pour qu'on développe une meilleure expertise pour mieux soigner ces patients-là. Si on retourne à la problématique plus empirique, si on veut, pardon. C'est connu dans la littérature qu'il y a une inégalité d'accès aux soins palliatifs et de fin de vie entre la clientèle oncologique et non oncologique. La sclérose latérale amyotrophique, donc je vais appeler SLA à partir de maintenant, fait partie de ces maladies non oncologiques-là qui ont un accès, qui ont des barrières d'accès à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité ou adaptés à leurs conditions. C'est une maladie dégénérative qui affecte de façon importante la mobilité, la communication, la déglutition et la respiration. Il y a de l'avancement dans les recherches, mais pour le moment, c'est une maladie qui est toujours incurable, avec une survie médiane d'environ 36 mois à la partir de l'apparition du premier symptôme. Comme d'entrée de jeu, on le disait, il y a beaucoup de symptômes. Ça ne s'améliore évidemment pas en fin de vie. Donc, ça vient avec un lourd fardeau de symptômes, ce qui nécessite un soutien presque constant des proches aidants, des personnes proches aidantes, on pourrait dire, et aussi des équipes soignantes, ce qui inclut notamment les infirmières et les infirmiers. On a constaté qu'il y avait très peu de connaissances sur l'expérience de ces infirmières-là et de ces infirmiers-là. En fait, il y a une seule étude qui a été répertoriée. C'était un sondage postal auprès des infirmières japonaises qui offraient des soins de fin de vie à cette clientèle-là à domicile. Il ressortait de cette étude-là, en fait, c'est que ces infirmières-là rencontraient des difficultés par rapport à la communication avec la personne en raison de la dysarthrie progressive, donc la perte de la parole, si on veut. C'était difficile aussi au niveau de la gestion de l'identification des soins à prodiguer en raison d'une détérioration rapide de la condition de la personne. Puis finalement, il disait aussi que les difficultés étaient reliées à l'adaptation de la personne et de ses proches à la progression rapide de la maladie, encore une fois. Donc, c'est tout ce qu'on connaissait pour ce qui est de l'expérience des infirmières. Ce qu'on a fait, c'est d'explorer les enjeux reliés aux soins prodigués par l'infirmière ou l'infirmier aux personnes vivant avec la SLA en fin de vie. Il y avait deux objectifs spécifiques. Le premier était d'explorer les caractéristiques spécifiques des soins offerts par l'infirmière ou l'infirmier aux personnes vivant avec la SLA en fin de vie. Le deuxième, identifier les besoins des infirmières et infirmiers dans ce contexte-là.
Dans le cadre de la présentation, aujourd'hui, on va s'attarder seulement sur le premier objectif, en fait, en raison de la contrainte de temps. Donc, dans le cadre de recherche, en fait, on a utilisé le cadre de référence, je répète cadre. Le cadre de référence utilisé pour notre recherche, c'était la perception de la compétence infirmière en soins palliatifs, qui est une échelle, si on veut, développée par Desbiens et Filion en 2011. Ça détaille 10 domaines qui détermineraient la compétence infirmière en soins palliatifs. Pour les besoins d'études, on l'a adapté en 7 domaines qui étaient les besoins physiques, les besoins psychosociaux et spirituels, les besoins liés au statut fonctionnel, la collaboration interprofessionnelle et communication, les enjeux éthiques et légaux, les enjeux personnels et professionnels et finalement les soins de fin de vie là, dans les dernières heures de vie. Ce cadre-là a guidé l'élaboration, en fait, la collecte puis l'analyse de données, beaucoup dans l'élaboration du guide d'entrevue, mais vraiment aussi dans l'analyse des données. Donc, il a été omniprésent à travers la recherche. La méthode utilisée dans ce projet de recherche, dans cette recherche-là, dans le fond, on a utilisé un devis qualitatif d'études de cas multiples proposé par Stake. Les cas ont été déterminés par les milieux de travail des infirmières ou infirmiers. Donc, on avait 3 cas. Les infirmières qui œuvraient en centre hospitalier, les infirmières et infirmiers qui œuvraient en soins à domicile, puis finalement, celles qui œuvraient en maison de soins palliatifs. À partir de maintenant, MSP, je vais l'utiliser pour maison de soins palliatifs. Au Québec, les maisons de soins palliatifs, ce sont des établissements qui offrent exclusivement des soins de fin de vie, souvent pour les personnes ayant un pronostic de moins de 3 mois. Le type de soins offerts dans ces milieux-là, c'est très, très similaire à ce qu'on retrouve sur une unité dédiée de soins palliatifs dans un centre hospitalier, par exemple. Donc, le recrutement a été réalisé par les réseaux sociaux, Facebook pour ne pas le nommer, et aussi par une approche boule de neige. On a collecté les données par des entrevues semi-structurées individuelles qui ont été réalisées par Zoom, puis l'analyse des données a été réalisée grâce à la méthode proposée par Miles et ses collègues. Donc, la partie qui nous intéresse le plus, nos résultats. Au total, on a eu 24 infirmières et infirmiers qui ont participé. Vous pouvez peut-être voir la colonne de droite, là, on a ventilé, si on veut, dans les autres colonnes selon les cas, mais au total, dans le fond, la plupart des participantes étaient âgés entre 36 et 45 ans. 20 étaient des femmes et 4 des hommes. Il n'y a aucun participant qui s'est identifié par un autre genre. Le type de poste détenu, en fait, moitié-moitié. La moitié avait des postes qui étaient spécialisés en soins palliatifs, donc des infirmières sur des unités de soins palliatifs, dans des maisons de soins palliatifs ou même en soins à domicile. Il y avait des infirmières que leur poste était vraiment spécifique aux soins palliatifs. L'autre moitié détenait des postes généralistes, si on veut. En termes d'expérience professionnelle, donc les années d'expérience en tant qu'infirmière, c'était variable, là. La majorité était autour de 16-20 ans, mais ça allait dans tous les années, si on veut. Finalement, au niveau du dernier diplôme obtenu, la majorité avait un baccalauréat comme dernier diplôme. Ça n'apparaît pas dans le tableau, mais 16 d'entre elles travaillaient sur le quart de jour, 7 de soir et une possédait ou détenait un poste sur un poste de rotation jour-soir, faisant en sorte qu'on n'avait personne, malheureusement, qui travaillait sur le quart de nuit, ce qui était dommage puisqu'on aurait probablement pu avoir des données différentes. Donc, 5 thèmes principaux ont émergé des résultats ou des analyses plutôt. L'identification de la fin de vie, les enjeux au niveau de la communication, l'accompagnement du besoin de contrôle, l'accompagnement de la culture de combat, puis l'ampleur du besoin de soins. Donc, premier thème, l'identification de la fin de vie. Vous voyez ce qui est entre guillemets dans le titre, c'est toujours tiré d'un verbatim d'une personne participante. Donc, là, on approche de la fin. Les infirmières et infirmiers affirmaient rencontrer des difficultés à identifier la fin de vie pour 2 raisons principales. D'abord, il y avait un tableau clinique qui différait beaucoup entre les personnes, mais aussi entre les types de SLA. Donc, c'était difficile pour elles d'identifier, ah, ce signe-là, c'est là, on s'approche vraiment de la fin de vie.
Mais aussi, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'il y avait une présence précoce, si on veut, de symptômes ou de traitements qui étaient associés à la fin de vie imminente chez les personnes présentant d'autres conditions. Une dysphagie sévère, une cachexie importante, des sécrétions bronchiques très importantes, l'utilisation en permanence d'un BiPAP, qui est un appareil respiratoire non invasif, mais c'est quand même un masque là, qui pousse puis qui tire de l'air. Donc, ça, c'était des traitements ou des signes ou des symptômes plutôt qui étaient présents en général vraiment vers la fin chez d'autres clientèles, mais chez la clientèle SLA, c'était présent beaucoup plus tôt. Une personne participante nous disait: tu sais, tout le monde a des cheminements différents, peu importe la pathologie, mais j'ai l'impression que le cheminement de la SLA n'est pas non plus pareil pour tout le monde. Et c'est comme impossible pour moi de dire, bon, il reste tant de temps ou il reste tant de temps. Tu sais, je veux dire, il y a des symptômes que mes patients en oncologie ont et qui vont, selon moi, pas toffer longtemps en soins palliatifs. Mes patients SLA sont pareils, mais ils ne sont pas en fin de vie. Toffer, c'est ils ne vont pas durer longtemps, si on veut. Donc, ça exprimait très bien le fait que, comparativement aux patients souffrant d'autres maladies, les patientes vivant avec la SLA présentaient des symptômes associés à une fin de vie imminente, parfois plusieurs semaines avant le décès. Donc, ça devenait complexe pour les infirmières et infirmiers d'identifier le moment où on approchait la fin de vie. Malgré cette difficulté-là, il y a certains signes annonciateurs qui ont pu être identifiés. Il y avait d'abord une détérioration importante au niveau respiratoire. Ça allait souvent de pair avec l'augmentation des difficultés à gérer les sécrétions bronchiques. Relié à ces 2 premiers points-là, les infirmières et infirmiers disaient souvent qu'il y avait un besoin d'ajuster constamment la médication. Donc, on ajustait. Je retournais le voir, il fallait ajuster encore. Le lendemain, il fallait ajuster. On n'arrivait jamais à atteindre un nouveau plateau ou un nouveau confort, si on veut. Donc, pour ces infirmières et infirmiers-là, ça signalait que, oh, là, on s'en va vers la fin de vie. Il y a aussi un dernier signe qui a été nommé par quelques infirmières et infirmiers. C'était la difficulté de nouveau à digérer l'alimentation entérale, le gavage. Pour les gens qui mangeaient plus, donc qui recevaient leur nourriture via un tube directement dans l'estomac, il y avait soudainement une difficulté à digérer la même quantité de nourriture qu'elles recevaient habituellement. Ça se manifestait soit par du gavage qui remontait jusque dans la bouche ou par un plus grand résidu gastrique que d'habitude. Rapidement, un résidu gastrique, en fait, ça représente la quantité de liquide qui reste dans l'estomac après qu'on ait reçu du gavage. Au niveau infirmier, on le calcule, si on veut, en prenant une seringue, on tire dans le tube, puis il y a une certaine quantité qui ressort dans la seringue. D'avoir une certaine quantité, c'est normal, là, tout le monde garde une certaine quantité. Par contre, ces patients-là représentaient une augmentation ou présentaient plutôt une augmentation de ces résidus gastriques-là, en recevant la même quantité de gavage qu'avant. En rétrospective, sur le coup, les infirmières et infirmiers n'avaient pas réalisé que c'était un signe de la fin de vie là, ou un signe annonciateur de la fin de vie, mais ont mentionné que cette nouvelle difficulté-là à digérer avait précédé de quelques jours le décès dans tous les cas. Peut-être, en parallèle, ce qui a été mentionné par contre dans la fin de vie, c'est que quand on arrive dans les dernières heures de vie, donc si on veut la période vraiment de l'agonie, les soins pour les personnes, vivant avec la SLA, ça devenait pas vraiment différent des autres clientèles là, vraiment dans les dernières heures. De façon intéressante, il y a une participante par contre qui disait que ça avait été difficile d'accompagner les proches parce que le patient, présentait beaucoup de sécrétions. Puis, ce patient-là avait évidemment eu des sécrétions plusieurs semaines avant d'arriver en fin de vie. Puis, les proches qui s'étaient ou le patient qui s'était battu avec ces sécrétions-là pendant plusieurs semaines, c'était difficile de faire l'enseignement puis de rassurer la famille que la personne n'était plus incommodée par ces sécrétions-là. Donc, c'était aussi un constat intéressant. Il y a une seule infirmière, par contre, qui nous a parlé de ça. Deuxième thème, les enjeux au niveau de la communication. Lui faire sortir sa souffrance par un autre moyen que la parole. On l'a dit d'entrée de jeu, la SLA provoque une dysarthrie importante. Donc, en fin de vie, il y a un grand nombre de personnes qui ne peuvent plus utiliser la parole, mais ils sont en plus paralysés, ne peuvent plus vraiment utiliser leurs membres pour faire des signes ou pointer, par exemple. Ce qui provoque des défis importants au niveau de la communication, évidemment, puis la compréhension des besoins pour les professionnels de la santé.
À son tour, ça entraîne des difficultés au niveau de l'évaluation clinique, de l'accompagnement des aspects psychosociaux, pardon, mais aussi j'ajouterais une difficulté au niveau de l'évaluation de l'aptitude de ces personnes-là. Il y a une personne participante qui nous disait, il y a aussi le côté psychologique avec la personne, mais il va tout le temps y avoir des barrières à cause de la communication. Tu sais, c'est quoi une bonne approche de relation d'aide avec quelqu'un qui ne communique pas à 100% verbalement? C'est ça qui devient compliqué aussi parce qu'on n'arrive pas à le comprendre. Donc, c'était un aspect qui était très, très difficile. Il y avait une grande variabilité dans l'intervention des infirmières et infirmiers. Il y a certaines qui se contentaient de référer au travailleur ou à la travailleuse sociale, à la psychologue de l'équipe, mais il y en a d'autres, par contre, qui s'impliquaient vraiment beaucoup dans cet aspect important-là des soins. Ces infirmières-là qui s'impliquaient davantage, ben, elles avaient réussi à développer un confort avec le silence, puis étaient en mesure d'entrer en relation avec l'autre sans avoir besoin de réponse verbale pour bien accompagner le patient. Mais ça demeure que c'était très, très variable comme façon d'intervenir dans ces situations-là. Troisième thème. Ce thème-là, le suivant, il est ressorti très, très fortement dans les entrevues. L'accompagnement du besoin de contrôle, c'est ce qui la sécurisait beaucoup. Il y avait les patients et patientes qui vivaient ou les personnes qui vivaient avec la SLA avaient une routine, avaient une routine, c'est ça, adoptaient une routine et l'importance du respect de cette routine-là, c'était primordial. La routine, ça pouvait prendre différentes formes. Par exemple, il y avait placé les objets exactement au même endroit sur la table, placer la paille exactement, précisément au bon endroit, habiller toujours la personne en débutant par la droite ou par la gauche, absolument. Donc, il y avait vraiment, ça prenait vraiment plusieurs formes. Si pour certaines, je vais reprendre la phrase. Si certaines percevaient ça comme des exigences plutôt inappropriées, la plupart comprenaient que ça venait d'un besoin de contrôle provoqué par la maladie. Ce besoin de contrôle-là, qui s'exprimait par une routine parfois rigide, c'était rassurant pour la personne, ses proches, mais aussi pour l'équipe soignante. Par contre, ça devenait rassurant pour l'équipe soignante une fois que l'équipe soignante connaissait cette dite routine, puisqu'au départ, c'était parfois complexe. Une personne participante nous disait, c'était une patiente qui avait des routines extrêmement préétablies. Donc, dans la journée, son conjoint connaissait sa routine et c'est ce qui la sécurisait beaucoup. Ce qui sécurisait en même temps l'équipe aussi beaucoup, c'est le fait d'avoir aussi cette espèce de routine, parce qu'étant donné qu'il y avait un enjeu de communication, ça permettait à tout le monde de savoir un peu plus où on s'en allait. Donc, même si pour certaines infirmières et infirmiers, ça revêtait un peu d'un caprice, ce besoin de contrôle-là, la majorité des infirmières et infirmiers comprenaient à quel point c'était important puis que ça provenait des conséquences de la maladie, si on veut. Quatrième thème, l'accompagnement, pardon, de la culture de combat. Sa tête n'était pas rendue où son corps était. Ce besoin de contrôle-là, prenait parfois la forme d'une volonté de maintien d'un soin, une activité, une intervention qui était plus vraiment appropriée. Par exemple, manger une diète normale quand en présence d'une dysphagie, une difficulté à avaler importante. Faire quelques pas malgré une faiblesse importante aussi, qui mettait à risque parfois autant la personne que les intervenants ou intervenantes. Les infirmières et infirmiers nous disaient, ça arrive chez d'autres clientèles, mais c'est vraiment beaucoup plus fréquent chez les personnes qui vivaient avec la SLA que chez les autres clientèles, justement. Quand on demandait aux infirmières et infirmiers comment ils expliquaient ça, cette volonté très forte de maintenir cette intervention, soins ou activité-là, alors que c'était plus vraiment possible ou sécuritaire, elles répondaient sans hésitation que c'était relié à une culture de combat. Une personne participante nous disait, eh bien, je pense que c'est l'espèce de combat qu'elle mène qui fait qu'elle s'accroche à beaucoup, beaucoup de choses, qui fait qu'on ne peut pas faire comme on fait avec un autre patient qui n'a pas la même condition. Donc, c'était différent, c'était particulier ou spécifique à la clientèle qui vivait avec la SLA. Cette culture de combat-là, ça rendait chez certaines infirmières l'accompagnement difficile parce qu'elles craignaient de devenir le messager ou la porteuse ou le porteur de mauvaises nouvelles.
Ce qui faisait en sorte que, elles étaient inconfortables, mais aussi des fois évitaient, par exemple, si elles identifiaient un signe de détérioration, elles essayaient de ne pas trop en parler à la personne ou aux proches pour éviter justement de devenir le symbole de cette mauvaise nouvelle-là. Ceci étant dit, cet accompagnement plus difficile, c'était pas ressenti chez les infirmières et infirmiers, pardon, qui détenaient des postes spécifiques aux soins palliatifs, pardon. Ces infirmières-là, ces infirmiers-là se disaient quand même confortables avec ces discussions un peu plus difficiles-là, à avoir. Dernier thème, et c'est un thème, vraiment important puis qui fait le lien avec, avec le thème justement de la journée scientifique aujourd'hui, l'ampleur du besoin de soins, un soins intensifs, palliatifs. Comme l'indique le titre, justement, il y a une personne participante qui comparait les soins à prodiguer à une personne vivant avec la SLA en fin de vie à un soins intensifs palliatifs en raison de l'ampleur des soins. Puis ça a été nommé là, presque par toutes les participantes. C'était les personnes qui ont la SLA ont un grand besoin de soins. Évidemment, on l'a dit d'entrée de jeu encore une fois, il y a beaucoup de symptômes. C'est évident qu'ils ont besoin de beaucoup de soutien. Pour certaines, il y avait un caractère très, très valorisant à cette caractéristique-là, si on veut, mais c'était trop exigeant pour d'autres aussi. Une personne participante, en parlant d'une collègue, nous disait, oups, pardon, j'ai pas fait apparaître le verbatim. L'autre infirmière qui était là, elle la connaissait très bien en parlant de la personne qui avait la SLA. Et il y avait un excellent lien avec elle, au point qu'à un moment donné, il a fallu qu'elle dise, écoute, pardon, je sais bien que je suis spécialisée avec madame Untel, mais là, j'aurais besoin d'un break parce que c'est beaucoup. Oui, parce qu'aussitôt qu'elle était dans ton équipe, c'est sûr que c'était une grosse soirée. L'ampleur du besoin de soins était tellement grand que même dans certaines maisons de soins palliatifs, il y avait une règle non écrite qu'on admettait une seule personne qui vivait avec la SLA à la fois, entre les murs de l'établissement. Donc, s'il y avait une demande d'admission pour une deuxième personne vivant avec la SLA, pendant qu'il y en avait déjà une qui séjournait entre les murs, ce dossier-là, il était automatiquement mis de côté pour protéger la qualité des soins puis l'équipe soignante, dans le fond. Donc, on comprend que les besoins de soins des personnes vivant avec la SLA sont très, très importants, puis qu'il y a des ajustements à faire au niveau de l'organisation, justement. Il y a plusieurs recommandations qui ont émergé, de l'étude. Je vais vous faire part de quelques-unes seulement. Au niveau, organisationnel, ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire justement. Pour améliorer l'accès à des soins palliatifs de qualité aux personnes vivant avec la SLA en fin de vie, il y a vraiment un besoin criant d'ajouter la charge de travail, ou le ratio, le patient-infirmière, ça dépend comment on le décrit. Puis dans la littérature, il y a un débat là, justement, est-ce que le ratio, c'est vraiment ça qu'il faut aller? Mais bref, la charge de travail doit être ajustée lorsqu'il y a une personne vivant avec la SLA en fin de vie, se retrouve sous leurs soins. C'était une demande vraiment très forte des infirmières en milieu hospitalier, mais aussi de certaines infirmières en maison de soins palliatifs. Pour ce qui est des infirmières qui, œuvraient en soins à domicile, c'était pas tant, un enjeu parce qu'elles disaient: «Peu importe, la condition du patient ou la maladie en fait, du patient, mes visites de soins palliatifs, ça dure 1 heure, ça dure 1h15, c'est la même chose». Donc c'était moins un besoin, par contre pour ces infirmières. Reste qu'il y a au niveau organisationnel, il y a vraiment quelque chose à réfléchir pour, faciliter l'accès à des soins de qualité pour cette clientèle-là. Au niveau de la recherche, mieux comprendre les volontés, craintes, besoins des personnes atteintes, les infirmières et infirmiers faisant le lien avec le fait que la communication était difficile, disaient souvent: «Je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voudraient, je ne sais pas s'ils ont peur, je ne sais pas de quoi ils ont peur». Bref, ce serait important d'aller voir, justement qu'est-ce que ces personnes-là souhaitent. Mais aussi explorer les enjeux rencontrés par les autres membres de l'équipe soignante. On est allé voir les infirmières et infirmiers, mais il y a d'autres professionnels, évidemment, dans l'équipe soignante. Puis ce serait important d'aller voir qu'est-ce que les enjeux ou leur expérience, si on veut. Finalement, au niveau de la clinique, on en a peut-être moins parlé dans le cadre de la présentation.
Élaborer ou adapter les outils existants pour faciliter l'évaluation clinique des personnes vivant avec la SLA. Justement, en raison des problèmes de communication, pour beaucoup d'infirmières et infirmiers, c'était difficile d'évaluer de façon exhaustive les patients. Elles ne savaient pas trop à quoi se référer. Donc, ce serait une recommandation qui émerge de nos résultats. Pour conclure, en fait, je vais laisser la parole les derniers mots à une personne participante qui nous disait: «Je pense que oui, c'est une maladie terrible. Mais je pense qu'on a les moyens ou la capacité, comme infirmière, de faire des choses magnifiques aussi avec ces patients-là. Il faut juste prendre le temps. C'est sûr que l'expérience, ça aide, mais il faut juste prendre le temps». Donc voilà, ça conclut ma présentation.